ravie d'être avec vous. Je vais faire une présentation PowerPoint assez brièvement. Et donc, je souhaite remercier l'ensemble des participants et remercier le président Tshisekedi et le commissaire Raila Odinga. Je vais donc présenter la présentation. Alors, que dire? Comme j'ai dit, je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ce qui m'importe, que je trouve intéressant, c'est de pouvoir présenter ce travail que j'ai fait il y a quelque temps et qui est sorti en article dont le titre était Addressing Renewable Energy Conundrum in the DRC, Focus on the Grand Inga Hydropower Dam Project. Donc, très brièvement, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous m'entendez? Oui, hein? Yes. Très bien. Très brièvement, voici ce qu'on peut dire de la RDC. Un pays extrêmement riche en termes de matières premières. L'une des difficultés qui reste et qui est importante, c'est pouvoir adresser les questions d'insécurité à l'est du pays, ainsi que la crise humanitaire qui est en cours toujours à l'est du pays. Évidemment, il y a malheureusement cette crise, la pandémie que on essaie de juguler dans le monde et en particulier en RDC. Et il y a le virus Ebola, une résurgence du virus Ebola, en particulier dans la province de l'Équateur. Si on regarde la carte, j'ai tendance et j'ai l'habitude de dire que tout ce qu'on rêve de trouver en termes de matières premières, on va le trouver en RDC. C'est une profusion de matières premières et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'eau. Donc, concernant le potentiel hydroélectrique, on en a déjà parlé, plus de 100 000 mégawatts. Malheureusement, en 2014, on pouvait voir que seulement 2% du potentiel hydroélectrique était utilisé et que le pays a une puissance installée en termes d'énergie de 2442 mégawatts. Donc, quand on regarde finalement ce dont le pays dispose, eh bien, la puissance en termes de capacité est très limitée. Maintenant, il y a une première tentative sous la présidence de l'ancien président Mobutu pour débloquer, pour développer les énergies renouvelables et en particulier l'hydroélectricité. Donc, avec INGA 1, INGA 2, et comme vous le savez tous, INGA 2 et la ligne de transmission INGA-Kolwezi étaient essentiellement destinés aux miniers de l'ex-province de Katanga. Alors, quelle voie par rapport à toute cette situation? Eh bien, comme l'a indiqué le professeur Jeffrey Sachs, et comme vous le savez, la difficulté que le pays connaît, c'est d'avoir un réseau national en termes d'électricité qui est obsolète. Donc, ça a un impact sur la population, définitivement, mais ça a un impact aussi sur l'industrialisation. La population, très peu finalement, 18% de la population a accès à l'électricité. Et donc, du coup, la population est obligée de s'alimenter en termes de prendre de l'énergie, de répondre à sa demande en termes de l'énergie, mais hors électricité, donc telle que la biomasse, entre autres. Et donc, la population vit dans des conditions, a des conditions de vie difficiles. Le deuxième aspect aussi, qui est une des conséquences d'avoir ce réseau qui est obsolète, c'est que finalement, l'industrialisation aussi a fait face à ce déficit en termes énergétiques et définitivement, ça a un impact très négatif sur la croissance économique du pays, même si l'on sait que la SNEL s'efforce d'importer le plus souvent possible de l'énergie de Zambie. Alors, quelle est l'option que le pays a choisie? Eh bien, c'est celle que vous connaissez, le fait de faire la réforme du secteur de l'énergie. Et donc, cette réforme, elle repose sur 5 piliers, mais cette réforme, elle a été amorcée en 2014. Et les 5 piliers, à travers une loi sur l'électricité, les 5 piliers, eh bien, Public-Private Partnership, le procédure d'appel d'offres, le fait de mettre une agence de régulation du secteur minier en charge de réguler et de suivre le secteur minier, regarder la question de la décentralisation de l'énergie à travers une agence bien spécifique et veiller à ce que tous les projets portant sur l'énergie comportent des volets sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est de manière globale. Alors, cette réforme du secteur de l'énergie, évidemment, ça a
pour objectif d'améliorer le réseau national. Donc, il y a cette phase de réhabilitation de barrages hydroélectriques, mais il y a aussi la nécessité de construire de nouveaux barrages. Et pour aujourd'hui, ce qui nous occupe, parmi les nouveaux barrages, outre les barrages de petite et moyenne taille, c'est surtout de développer le Grand Inga à travers Inga 3 et Inga 8. L'objectif, dans la manière dont ça a été conçu, c'était de veiller à ce que Inga puisse devenir un exportateur en termes d'énergie. Regardons maintenant ce qui avait été prévu par rapport à Inga 3. Donc, le coût entre 12 et 14 millions de dollars, la capacité projetée de 4 800 jusqu'à maximum 11 000 mégawatts, et ceci par tranche. Effectivement, initialement, dans le projet initial, c'était la présence de l'Afrique du Sud avec 2500 mégawatts pour les miniers, puisque ce sont eux qui, bien souvent, ont exprimé ce besoin en énergie. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la population, comme l'a souligné le professeur Jeffrey Sachs. C'est un point important sur lequel je reviendrai. Évidemment, le processus d'appel d'offres est assez long, comme vous pouvez le voir sur la chronologie, et il est important d'impulser, de donner un coup d'accélérateur pour mettre en œuvre le projet Inga 3. Alors maintenant, je voudrais faire un lien entre le fait qu'il y a eu, et c'est un des problèmes que le projet a notamment connu, ces intérêts divergents parfois entre les multilatéraux et les bilatéraux. Le cas de la Banque mondiale, comme vous le savez, en 2016, qui s'est retirée du projet. L'Afrique du Sud qui reste dans le projet. La Banque mondiale s'est retirée pour raison d'interférence. Et finalement, ce qu'il en ressort, c'est que la coordination entre les partenaires a été bien plus difficile que prévu. Et encore une fois, comme l'a indiqué l'intervenant précédent, moins il y a de partenaires impliqués dans le projet, plus je crois ce projet pourra être mené jusqu'à son terme. Donc l'Afrique du Sud et la Banque africaine de développement sont toujours impliqués dans le projet. Alors, l'un des aspects maintenant que je souhaitais souligner, c'était de faire ce lien entre l'énergie de la RDC et puis les technologies dites vertes. Et je fais référence au développement des voitures électriques. Et en fait, le secteur de l'énergie de la RDC est étonnamment sous une très forte pression de ce développement des énergies, des technologies diverses. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, la RDC, en raison de son potentiel minier extrêmement fort, a cette fantastique capacité d'attirer les investissements directs étrangers. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il y a des pics vers le bas, c'est à chaque fois lorsqu'on était à la veille d'élections où les investisseurs ne savaient pas trop comment la situation allait évoluer. Il y a malgré tout un bémol avec le dernier cycle électoral qu'on a connu, mais je pense beaucoup que le développement des voitures électriques, cette nouvelle révolution en cours, a contribué à ce que les investissements directs étrangers ne s'effondrent pas. En parallèle, je voudrais signaler le cas très intéressant de l'accord sino-congolais qui a été signé en 2007 et qui a ouvert la voie au fait que de nombreuses entreprises chinoises ont pu nouer des partenariats, en particulier avec la Gécamine, pour développer le potentiel minier du Katanga avec un grand intérêt pour le cobalt. L'intérêt de la Chine pour les matières premières dans le monde, vous pouvez le voir sur ce slide, et pour la RDC en particulier, puisque vous savez que la RDC détient 10% et 30% des réserves mondiales de cuivre et de cobalt. Donc, je parlais de cette Green Technology Development avec la révolution liée au développement des voitures électriques. Et si vous avez suivi récemment les actualités, vous savez que Tesla a signé un accord avec Glencore. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'il y a un très fort besoin d'avoir accès à l'électricité. Ici, vous voyez évidemment le Katanga avec le Copper Cobalt Belt. Et puis, le petit point rouge, ce sont toutes les sociétés chinoises qui opèrent au Katanga et bien souvent qui sont les partenaires de la Gécamine, qui est la société qu'on ne présente plus.
Donc, ça, c'était dans la phase pré-Covid. Il y avait énormément d'investissements miniers chinois qui avaient été faits dans l'ex-province du Katanga. Maintenant, voyons ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de revitaliser le projet INGA 3, et ça dans la phase post-Covid. Et il est urgent, il est capital, comme l'a souligné le professeur Sach, de donner une dimension, je dirais, sociale à INGA, de façon à réduire les inégalités en termes d'accès à l'électricité et permettre aussi de réduire toutes les tensions sociales qui sont liées au fait, en partie, au manque d'électricité. Alors évidemment, commencer par la RDC, c'est une priorité. Et à terme, les autres pays de l'Afrique centrale et au-delà de l'Afrique centrale. La dimension sociale d'INGA ne peut plus être ignorée. C'est doit être maintenant un impératif. Outre la dimension sociale, il y a la dimension industrielle de INGA, et cette dimension industrielle, eh bien, il est important aujourd'hui de ne plus se focaliser uniquement sur les miniers, mais de penser à la diversification économique de la RDC et des économies africaines. Alors, le développement de l'INGA contribuera à développer les industries, l'agro-industrie. Ça permettra définitivement de pourvoir et d'apporter l'électricité nécessaire à l'ex-province du Katanga qui est embarquée dans cette dynamique liée au développement des véhicules électrique. Et ça, là, je précise et je confirme bien que la RDC fait partie de ces pays pionniers. Et donc, on ne peut pas parler du développement des voitures électriques sans parler de la RDC. Et enfin, il faut développer les industries de transformation. Donc, pour dire les choses simplement, INGA est un projet régional, un projet de dimension donc régionale, continentale. C'est un projet prioritaire de l'agenda de l'Union africaine, de Agenda 2063. C'est aussi, le projet est aussi en ligne avec les objectifs, les ODD, et en particulier l'ODD 7 de l'agenda 2030 des Nations Unies. Et il faut pouvoir veiller que tout le monde, tous, la population comme les miniers et les autres industries puissent avoir accès à une électricité qui soit, dont le coût soit abordable et qui soit sûr. Et pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas oublier une chose. Nous regardons la question de l'électricité et du développement de INGA, mais il faut remettre la RDC face aux multiples enjeux que le pays doit affronter. Le premier, définitivement, comme tous les pays dans le monde affectés par la présence du Covid, arrêter la propagation de la pandémie, mais également veiller à résoudre tous les problèmes liés à l'incertitude macroéconomique due aux mesures qui ont été mises en œuvre, telles que le confinement et autres, qui ont affecté les économies. Deuxième aspect le plus important aussi, c'est qu'il faut impérativement veiller à attirer les investisseurs. Je vais commencer par dire les investisseurs nationaux et les investisseurs internationaux. Donc, en d'autres termes, il faut améliorer le climat des affaires. Enfin, et comme vous le savez, le problème qui est un problème qu'il faut arriver à résoudre, c'est restaurer l'autorité de l'État à l'Est et arriver à faire cette transition d'une économie de guerre à une économie de paix. J'entends la question des conflits minerals ou tous les conflits qu'il y a autour des minerais. Ça fait partie des questions qui doivent être aujourd'hui, qui sont à l'agenda et qui doivent trouver une résolution. Et il faut arriver à résoudre aussi les problèmes liés à la crise humanitaire et les crises sanitaires. Le Covid, je pense évidemment aussi au virus Ebola et maladie au virus Ebola. Alors, pour plus de détails, si vous le souhaitez, sur l'article que j'ai écrit, bien vous voyez les références. Et je souhaite vous remercier encore une fois. J'ai été absolument ravie de participer à ce panel au cours de cette session plénière et je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vais maintenant arrêter de
partager l'écran et je vous retrouve avec grand plaisir. Encore une fois, merci beaucoup. Be Dr. Vera Songwe, who is the Secretary Executive, United Nations African Commissions, United Nations. Dr. Vera, can technician connect Dr. Vera, please? Yeah, I am here. Thank you very much, distinguished excellencies, ladies and gentlemen. I know we're running a little bit late and I do have a prepared statement, but before I go to my statement, I just really want to, first of all, thank His Excellency, the Honorable Raila Odinga, for convening this meeting and for ensuring that we come together. His Excellency President Felix Tshisekedi, heads of state and government, the AU High Representative for Infrastructure and Development, Your Excellencies, ministers and ambassadors, distinguished ladies and gentlemen. I am actually privileged because I've seen the last presentation as well and understood, and thank you so much. I hope you can share your presentation. All of us begin to see the scale of the ambition of the INGA and really the fact that my sentence is, you know, INGA is ambitious, but it is doable. And I think if we leave here with the messages and listening to His Excellency the President, but also seeing technically this last presentation, we know that we can do this. If we do INGA, it's a project that has the potential to transform Africa. It should transform Africa. We shouldn't say potential. We should just talk about it transforming Africa. His Excellency